Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ici dans l'auditoire et également à distance. Je peux m'imaginer que la journée étant déjà fort longue et que la fatigue s'accumule un tout petit peu, mais n'ayez pas peur, je serai capable de faire quelques raccourcis ici et là parce que mes collègues ont déjà abordé certains points et donc ça sera plus facile pour moi et j'espère également pour vous. Les collègues ont déjà mentionné que dans l'évaluation, bien évidemment, il y a plusieurs grands axes. Donc d'un côté, sommative, certificative, que d'autres ont également nommé normative, la première présentation d'aujourd'hui. Et d'autre côté, formative. La deuxième présentation a également mentionné formatrice comme label. Plusieurs possibilités, mais vous aurez compris les deux grands axes. Et dans tout ce qui est l'évaluation plus formative, là-dedans, on pense souvent à tout ce qui est feedback ou rétroaction. Et donc, je ne vais pas aborder ce point-là, parce que ça a déjà été traité dans d'autres présentations. Par contre, je vais cibler un autre point, si les DIA veulent me suivre, notamment tout ce qui est l'évaluation des progrès pour, après, être capable de mieux différencier l'enseignement. Et pour faire cela, je vais premièrement avant de parler du plan de la présentation, je dois dire que je vais prendre quelques exemples pour illustrer tout cela et j'ai pris le choix de parler des compétences en lecture et notamment apprendre à lire au tout début de l'école fondamentale. Voilà, il est là. Donc, première chose, je vais vous présenter le modèle Multi-Tiered System of Support. Ça, c'est un modèle pour tout ce qui est suivi des progrès afin de mieux différencier pour la suite. Et après, je vais parler de l'impact de ce modèle selon la littérature sur notamment l'apprentissage de la lecture. Démarrons avec le modèle Multi-Tiered System of Support. Et donc, ce modèle-là est visualisé en utilisant une pyramide à 3 niveaux. Et le premier niveau, le niveau plus bas, voilà, il est là. Ça, c'est donc l'enseignement de base pour toute la classe. Donc, ça, c'est tout ce que l'enseignant ou l'enseignante fait dans la classe afin que les élèves ou les étudiants progressent par rapport aux objectifs d'apprentissage. L'idée est bien évidemment que pour cela, l'enseignant ou l'enseignante suit un tout petit peu toute la richesse dans la littérature et que donc les pratiques soient fondées sur des preuves. Et pour un grand nombre d'élèves, ceci suffira. Et donc, avec ceci et tous les exercices qu'ils feront, ils seront capables de maîtriser le contenu ou les aptitudes qu'on vise travailler. Par contre, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y aura certains élèves pour qui le niveau 1, le niveau de base, ne suffira pas. Et donc, le modèle propose alors d'ajouter pour ces élèves-là ou ces étudiants-là un soutien de niveau 2. Voilà. Le niveau 2, ça c'est donc pour les élèves considérés à risque, et je vais en revenir dans un petit instant. Et là, le modèle propose d'avoir un enseignement ciblé en petits groupes, 2 à 6 élèves. Et ça, c'est un tout petit peu en lien avec les ateliers de remédiation dont Sophie a parlé juste avant la pause de midi. Où on va tenter de regrouper les élèves qui ont certaines difficultés ou certains challenges et on va leur donner un enseignement plus ciblé, par exemple réexpliquer certains contenus, des exercices supplémentaires ou une sorte de pre-teaching, ce qui veut dire qu'on va aborder la matière avec eux en premier pour qu'ils aient une deuxième temps d'apprentissage quand toute la classe abordera ce contenu-là. Et cela, on fera plusieurs fois par semaine. Il y a également un 3e niveau, et maintenant il va trop vite. Voilà, il est là. Pour beaucoup d'élèves qui sont dans ce niveau 2, cela va suffire. Donc, ils vont être capables de progresser avec cela, d'autant mieux. Mais pour
certains élèves, à nouveau, ce soutien plus poussé ne fera pas l'affaire. Et donc, ils auront besoin d'un autre soutien, notamment un soutien de niveau 3, ce qui est forcément une intervention individuelle intensive. Donc, au lieu de travailler avec des petits groupes d'élèves, on va travailler en fait, de manière individuelle. Ce qu'on fait est grosso modo la même chose. Donc, on va réexpliquer certains contenus, faire des exercices supplémentaires, pre-teaching, etc. Et ceci est donc pour ceux qui, avec l'ajout du niveau 2, n'arrivent pas à rattraper le retard ou n'arrivent pas à progresser. Il est donc question de savoir qui en a besoin. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si, pour un élève, le niveau 1 est suffisant et que pour d'autres, on doit ajouter soit niveau 2 ou, après un certain temps, même niveau 3. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Et pour cela, il y a bien évidemment, en lien avec le thème de la conférence, également un grand rôle pour tout ce qui est l'évaluation, et notamment un type spécifique d'évaluation, notamment évaluation dite de suivi des progrès, ou en anglais Progress Monitoring. Comment est-ce que ça fonctionne? Trop vite. Voilà. Le suivi des progrès a en fait deux grands éléments là-dedans. Donc, premièrement, pour chaque élève ou chaque étudiant, il y aura ce qu'on appelle des curriculum-based tests. Donc, ce sont des tests 3 à 4 fois par an pour savoir, pour des compétences clés, par exemple être capable de lire, où est-ce qu'on en est par rapport à cela et est-ce que c'est considéré suffisant à ce moment-là dans l'apprentissage ou pas. Pour ceux qui sont considérés à risque, parce qu'ils ont un faible niveau sur le curriculum-based test, on va avoir des tests plus réguliers et plus spécifiques. Ceci est sans doute un peu flou, et donc je vais vous présenter deux élèves. Donc j'ai d'un côté Ibrahim et j'ai de l'autre côté, s'il veut venir, Louise. Ils sont dans la même classe, Ibrahim et Louise, et ils sont là pour toute l'année scolaire, donc en démarrant en septembre jusqu'en juillet. Donc, on va ajouter curriculum-based test pour Ibrahim, donc pour toute la classe et donc également pour Ibrahim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'après un peu de temps d'apprentissage, on va voir, OK, où est-ce que les élèves en sont par rapport à l'apprentissage de la lecture. Est-ce que ça va pour Ibrahim ou pas? Et lui, pour ce premier test, c'était OK. Et donc, il continue juste dans l'apprentissage en classe. Et on va retester à nouveau à des moments durant l'année, deuxième, troisième et quatrième évaluation. Et c'est à chaque reprise OK pour Ibrahim. Prenons maintenant le cas pour Louise. Donc, pour elle, on fait également des curriculum-based tests. Donc, au même moment, à peu près. Et on voit que pour Louise, au premier moment, ça a l'air d'aller. Elle n'est pas en dessous, elle n'est pas considérée à risque. Par contre, pour la deuxième évaluation, on remarque qu'elle accumule du retard, en fait. Que donc, pour la compétence apprendre à lire, qu'elle doit être considérée à risque. Première chose que le modèle propose de faire, alors, c'est de premièrement faire des tests plus spécifiques pour bien comprendre où ça coince pour Louise. Parce que le grand test est d'un niveau, pour voir un tout petit peu plus élevé, est-ce que ça va pour lire des mots, mais si on remarque que ça ne va pas, on doit être capable de trouver, OK, est-ce que c'est parce que certains sons et lettres ne sont pas compris, etc. Où est-ce que ça coince pour Louise? Ensuite, on va soutenir Louise plus dans l'apprentissage, j'en reviens dans un petit instant, et on va avoir des tests plus réguliers également pour voir si elle parvient à acquérir les compétences dont elle a besoin.
Elle suit après le même timing comme les autres élèves de la classe, donc il y aura à nouveau une meilleure évaluation aux alentours d'avril, là, où on remarque qu'elle est toujours à risque, en fait. Et donc, on continue avec le soutien et avec les tests plus réguliers, et elle arrive à rattraper le retard, et donc, pour la dernière évaluation, ça va à nouveau, elle a rattrapé, donc elle est à nouveau au niveau, ou à peu près au niveau des autres camarades de classe, comme Ibrahim, par exemple. Donc, suivi du progrès, d'un côté, les curriculum-based tests 3 à 4 fois par an, et de l'autre côté, des tests plus réguliers et plus spécifiques pour ceux qui sont à considérer à risque. Un deuxième volet du modèle Multi-Tiered System of Support, c'est d'aller différencier, en fait, en ajoutant un soutien du niveau 2 et ou 3. Donc, ça, c'est les parties les plus élevées de la pyramide. Prenons à nouveau le cas de Louise. Donc, pour les élèves qui sont à risque, on va ajouter soutien de niveau 2. Pour ceux qui ne parviennent pas à s'améliorer ou à rattraper le retard avec un soutien de niveau 2, on va ajouter le soutien de niveau 3, qui était individuel, en fait. Et ici, Louise est à nouveau. Donc, on a remarqué qu'après janvier ou mi-janvier, là, qu'elle a accumulé un peu de retard en apprentissage de la lecture. Et après, ça veut dire qu'on va, pour elle, mettre en place un soutien de niveau 2, et que donc, elle va bénéficier d'un enseignement supplémentaire en petits groupes pour travailler les compétences clés. Vu qu'on a remarqué qu'elle est toujours à considérer à risque là en avril, on va soit continuer avec le soutien du niveau 2, si on voit qu'elle a progressé, mais elle n'y est pas encore, ou soit on va basculer vers un soutien du niveau 3, si on voit qu'elle n'a même pas progressé. Donc ça veut dire que le soutien du niveau 2 ne fonctionne pas en fait. Et donc on passe au soutien du niveau 3. Par contre, on remarque à la fin de l'année qu'elle a pu rattraper les retards, et donc c'est OK. Et donc, le soutien de niveau 2 ou 3 est annulé. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a été identifiée à risque à un certain moment qu'elle est enfermée dans le groupe qui a besoin de soutien de niveau 2 ou 3. Ça, ce n'est pas l'idée du modèle. OK. Combien d'élèves auront besoin du soutien du niveau 2 ou 3 ? Prenons une classe de 25 élèves, par exemple. Les guidelines qu'on trouve dans la littérature sur le Multi-Tiered System of Support disent qu'à peu près 80% des élèves, le niveau 1 sera suffisant. Par contre, 15% aura besoin du niveau 2 et à peu près 5% du niveau 3. Pour une classe de 25, ça fait donc 5 qui ont besoin d'un soutien du niveau 2 et 2 qui en ont besoin d'un soutien de niveau 3. Mais ces guidelines, ce n'est pas des règles d'or. Donc, on peut tout à fait avoir une classe où ça va pour tout le monde. Oui. Ou on peut avoir une classe. L'une classe n'est pas l'autre. On peut avoir une classe où le soutien de niveau 1 suffit pour 60%, mais il y a 30% qui a besoin de niveau 2 et 10% de niveau 3. OK. Voilà. Alors, je viens tout doucement à mon deuxième point de la présentation. Quel est donc l'impact du modèle Multi-Tiered System of Support sur l'apprentissage de la lecture? Si on va creuser un peu dans la littérature sur cela, j'ai pu trouver une méta-analyse récente de l'année passée qui a trouvé seulement, je dirais, 4 études empiriques rigoureuses qui ont mis le système en place dans toute une école. Et ils ont toutes été réalisés aux États-Unis. Donc, je ne connais pas où cette méta-analyse n'a pas trouvé d'études
empiriques rigoureuses en France. Qu'est-ce que ces 4 études montrent? Qu'il y a donc un effet positif sur l'apprentissage de la lecture, mais par contre, vu le faible nombre d'études, cela n'est pas significatif. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, la littérature suggère qu'il peut y avoir un effet positif sur l'apprentissage, dans ce cas-ci, sur la lecture, mais qu'il serait préférable que des futures recherches rigoureuses, empiriques, regardent encore d'un peu plus près. Voilà, je vous avais promis, hein, ça serait courte. Bravo et merci pour laisser de fait un peu plus de temps pour les questions. Alors, questions du jury. Si vous avez des questions dans la salle, pensez à les préparer dès maintenant et à les faire passer. Bonjour. Oui, c'est bon, ça marche. Merci pour votre présentation. Aurélie Golini, je suis professeure des écoles et maître formateur. Alors, on a retenu surtout une question à vous poser, surtout en lien avec la note qu'on a pu lire, notamment par rapport aux évaluations qui sont proposées, aux tests qui sont proposés aux enfants, parce que ces tests sont élaborés par des chercheurs, en tous les cas des personnes qui sont extérieures aux enseignants. Et donc les enseignants ont un manuel pour faire passer ces évaluations. Et ça nous a beaucoup interrogés sur la place de l'enseignant, qu'on a vu comme un simple exécutant, entre guillemets, et plus intégré dans les apprentissages. Et on s'est demandé si l'évaluation ne devrait pas être intégrée au processus d'enseignement, et donc si l'évaluation ne devait pas être à la charge de l'enseignant. Oui, merci pour cette question. Je la trouve tout à fait pertinente et je pense que peut-être d'autres personnes à domicile auront exactement la même question. Donc, je me réjouis de pouvoir y répondre. Je pense que la première chose à dire, il restera des examens, des interros à créer pour les enseignants. Hein, donc, ceci ne remplace pas. Hein. Ici, l'idée est d'ajouter ce grand moment de test, hein, 3-4 fois par an, pour être capable de voir également et d'être capable de comparer avec un niveau de progression dite normale, en fait. Hein. Et c'est parce que, vous vous souvenez de DIA avec les différentes classes, hein, des fois, quand on est dans une école très favorisée, on se dit, ce progrès-là est trop lent. Mais en fait, si on va comparer avec la population, ça ne va pas causer de problème par rapport à l'apprentissage de la lecture pour la suite. Tandis que dans une autre école où se dit un public peut-être moins favorisé, on va se dire « Oh oui, ça va encore, comparativement à tout le reste des enfants que j'ai, mais si on aurait ces études-là et une sorte d'idée de validation de ces tests-là pour voir quel niveau va entraîner des problèmes d'apprentissage de la lecture pour la suite, on serait capable de dire, OK, dans cette classe-ci, il y a beaucoup d'élèves qui sont à risque, hein, et qui ont besoin de soutien en plus. Hein. Et donc l'idée, c'est surtout pas de remplacer l'expertise de l'enseignant, mais d'être capable, à un certain moment, également, être capable de regarder en dehors de la propre école, en fait, et de pouvoir bénéficier du travail qu'une équipe de chercheurs ou de chercheuses fait pour être capable de voir quel niveau, à certains moments dans l'apprentissage, va entraîner ou va prédire une accumulation de problèmes d'apprentissage de la lecture pour la suite, afin de prévenir cela. Et je pense que là, attendre de chaque enseignant et enseignante d'avoir tout cela, c'est juste pas réaliste parce que ça nécessite premièrement des tests validés, hein, donc ça veut dire des tests créés, ensuite testés sur
un grand nombre d'élèves pour voir si ce sont des questions de bonne qualité, s'il n'y a pas des mauvaises questions là-dedans. Hein. Par exemple, les examens PISA sont également pré-testés. Hein, sur un nom. Donc, vous pouvez faire le lien avec cela, je pense. Et deuxièmement, d'être capable de créer les différents seuils pour être capable d'informer les enseignants, OK, attention, là, ce niveau est vraiment trop faible à ce moment durant l'apprentissage. Et donc, je pense que ce travail-là dépasse ce qu'on pourrait raisonnablement attendre d'un enseignant. Et donc, ça, c'est un travail, je pense, pour une équipe de chercheurs plutôt, ou pour... voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui? On peut peut-être... le jury avait encore une question, et puis peut-être une question par Twitter. Oui, donc Christophe Dracos. Vous parlez de soutien différencié de niveau, au niveau 2, au niveau 3. Qui prend en charge ce soutien? Est-ce que c'est l'enseignant qui a la charge justement de la classe? Si c'est une autre personne, comment se fait la transition sur les objets d'apprentissage? J'ai vu qu'il y avait, on parlait d'exercices complémentaires, on parlait de réexplication. Voilà, donc qui est en charge de ce soutien? Oui, il est clair que pour être capable de mettre en place ce modèle-là, un enseignant ou une enseignante toute seule ne va pas y arriver. Hein? C'est juste trop. Hein? Et donc, l'idée est ici de travailler avec une équipe dans l'école pour être capable de sortir les élèves un à un, pour être capable de faire les tests, d'un côté, et d'autre côté, pour soit faire en sorte que quelqu'un d'autre prenne en charge la classe pour que l'enseignant puisse travailler avec les 2 à 6 élèves qui auront besoin des spécifiques, ou que ces 2 à 6 élèves sortent de la classe pour que l'enseignant puisse travailler avec les autres encore à ce moment-là. Et donc là, j'ai bien mentionné que les études étaient menées aux États-Unis, et là, on travaille par exemple avec des teaching assistants. Hein, donc, on a l'enseignant, et en plus de cela, on a des personnes qui sont plus responsables pour tout ce qui est la voie remédiation, mais également... oui, qui ont ces capacités également pour faire les différents tests. Et donc, je sais que ça diffère un peu d'un système scolaire à l'autre, hein, si ces profils sont là. Un élément que je dois peut-être encore ajouter, c'est que différentes études ont également travaillé, par exemple, avec des futurs enseignants, hein, donc ceux qui sont dans leur parcours d'apprentissage encore, avec des bénévoles même, ou avec des parents même. Et donc, ça voudrait dire que pour prendre en charge, par exemple, ce soutien de niveau 2 en petits groupes, qu'on regarde au-delà un peu des enseignants, de l'enseignant de la classe. Par contre, ce qu'on a trouvé que pour le soutien du niveau 3, que là, souvent, une expertise plus poussée est nécessaire, parce que ce sont vraiment des élèves qui accumulent déjà un peu de difficultés, pour qui les stratégies qu'on a ou les outils qu'on a dans l'école ne semblent pas trop fonctionner. Donc là, dans certains cas, c'est par exemple des logopèdes, orthophonistes, je pense, le mot, ou d'autres profils plus spécifiques pour, dans le cas de l'apprentissage de la lecture, pour soutenir ces petits. Une question sur Twitter. Par rapport aux autres interventions, que peut-on penser de la pertinence de ces tests et des possibles biais de comparaison, menaces de stéréotypes? Je répète, par rapport aux autres interventions, que peut-on penser de la pertinence de ces tests et des possibles biais liés à la comparaison, menaces de stéréotypes? Oui. Je pense qu'un élément important à mentionner, ça a été élaboré dans la note, mais je n'ai pas insisté sur cela aujourd'hui, c'est que les élèves ne reçoivent pas leur niveau sur ce test-là. Hein.
c'est utilisé pour l'équipe enseignante, hein, pour ajouter du soutien, mais ça n'est pas mis sur leur bulletin, ils n'ont pas de communication sur cela. Et donc, au niveau comparaison sociale, je pense à ce niveau-là, c'est un peu plus limité. Je pense que ce modèle-ci part de l'idée que si on remarque que certains élèves sont en difficulté, que c'est mieux de tenter de faire quelque chose que de les laisser comme ça. Et j'entends bien évidemment les difficultés motivationnelles de sortir certains élèves de la classe pour un certain moment. Mais si on regarde la compétence, vu que ceci concerne les compétences clés, hein, par exemple être capable de lire, ce modèle-ci propose de néanmoins intervenir sur cela.